système. Non, ça ne marche plus. Est-ce que tu veux... Bonjour! Comment allez-vous vous-même? Hello! On a eu un problème, hein, Sian. On a eu peut-être éventuellement un décalage horaire qui a fait que on commence à Paris, ça vous a pas réussi, hein? Ça n'a pas duré longtemps la ponctualité, hein? On a été à jour que trop longtemps. C'est ça. À un moment donné, tu vois, il faut, enfin, comment on dit, chasse sur le naturel qui revient au galop. Voilà. Exactement. Donc, on a été beaucoup trop à l'heure ces derniers temps. C'est ça. Et en plus, pas de musique, donc on s'est aperçu qu'on n'avait pas de musique. C'est pour ça qu'on nous en a parlé, du coup. Oui, il y en avait... Bonsoir, Karine. Vous avez vu que j'ai retrouvé ma voix. Bonsoir, Cécile.
Bonsoir Linda, qui nous dit on vous entend, oui. On n'avait pas la musique. Effectivement. Bonjour les guerrières, eh bien on est toujours là. Bonjour Joséphine, bonjour Stéphanie, coucou Stéphanie, Océane Rosano qui regarde. Oui, Salut, Johan. Bonjour Yoann. Et tu m'as demandé 2 fois sur. parce que ça a quitté à un moment donné. Peut-être j'ai fait refuser au lieu d'admettre. C'est ça. Moi, à mon avis, elle Ah a ben, plutôt super, merci. gentil, hein. Donc merci d'être avec nous, ma chère petite Océane. Rosano. Rosano. Du Vanessa. Et nous avons François quand même. Ah, coucou Françoise. Tu vas bien? Oui, ça va, très bien. J'ai mes Ça papiers, t'a ça y est, on Tu peut plus voulais du café m'expliquer. aussi? Non. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, j'ai mes papiers. T'as tes papiers? Ah, bravo! Je suis en règle. Je suis en règle. Donc aujourd'hui, comme tu n'étais pas là, Françoise a fait du vélo. Voilà. C'est bien Ah, passé. elle valide. Très bien. C'était Ah, bien. bon, parfait. Parfait, parfait. Comment? Elle voulait partir à Beaucaire, mais j'ai dit à Jonquière, c'est À Vincent. Jonquière, c'est Vincent. J'ai dit non, Françoise, peut-être pas. Il y a du vent aujourd'hui. Il pousse pas dans le bon sens. après. C'est ça. C'est ça. Avec le vélo, ouais. Oui, Exact. elle fait comme Ichi Maison. Donc, elle semble. C'est ça. Donc aujourd'hui, on fait l'éducation thérapeutique thérapeutique du patient. Je vous partage l'écran de suite. Donc, mais l'éducation thérapeutique, le problème, c'est que je ne sais pas si on m'a partagé parce qu'en fait, je n'ai pas changé les photos. Oh, mais on partage pas alors. On craint Mais- des gains, nous, hein, vous savez. Et aussi, est-ce qu'elle a. Je peux te dire quelque Est-ce chose que à tu veux, Océane? est-ce que tu le vois sur le drive? Je vais me Ah. mettre sur le diapo sur mon ordi. Ouais. Tu l'as, le diapo sur mon ordi? Yes. Parce que je n'ai pas changé les photos et j'avais mis que les points. Et si tu veux, on t'envoie la trame écrite par mail. Non, mais c'est bon. Et en plus de ça, il y a un trou. Non, ouais, oui. Ok. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. On y arrive. Vas-y, François, dis à aussi. Je peux te dire quelque chose en 2 secondes. Oui, dis-moi, je t'écoute. Hier, j'ai monté un étage chez moi. Aujourd'hui, j'en ai monté 2, dont un sans me tenir à la rampe. C'est une victoire. Mais c'est trop bien. Mais oui. C'est bien. Donc, vous Donc, voyez, il progresse. le monde. Pour tout le monde, l'éducation thérapeutique, c'est comprendre, savoir et être autonome dans ce qu'on C'est est. ça. Donc, Françoise, elle vous fait juste preuve qu'elle est accompagnée en éducation thérapeutique, elle se responsabilise et elle fait. Donc, aujourd'hui et vendredi prochain, avec aujourd'hui Océane et vendredi prochain avec un monsieur qui n'avait rien compris pourquoi tu étais là et que Ouais. lui n'était pas là. Enfin, bref. Donc, vendredi prochain, si tu veux revenir, mais en tout cas, il y aura le. On y arrive. Il y aura un autre invité. Et si Océane veut être avec nous pour finir l'éducation thérapeutique, on continuera avec Océane et l'invité mystère. Ouais, appelons-le comme ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, vous n'aurez pas de PowerPoint. Voilà, on fait dans C'est les minutes. bon. Ça y Je vais est. C'est bon. Allez. Donc, en fait, c'était un peu faire la genèse de l'éducation thérapeutique. Donc, c'est aussi, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique. On avait fait un premier balance ton live sur l'éducation thérapeutique. Il y a Cécile qui te dit bravo, Mamie Pétou. Donc, si vous avez des questions sur l'ETP, donc on va essayer de voir, de remonter bien avant comment est venue l'éducation thérapeutique. Donc, on sait que l'éducation thérapeutique n'est pas nouvelle, sauf que pour venir dans une conception où les patients, la finalité, c'est que le patient est acteur à tes souhaits de son éternuement et acteur de sa santé, eh bien, il a fallu faire un peu un chemin et autant pour les professionnels de santé, les acteurs en santé, puisque rappelons-nous que là, nous avons 2 APA et que des APA sont des acteurs en santé et pas des professionnels, et qu'il y a des personnes qui interviennent dans une équipe autour d'une personne qui a des problématiques de santé, mais ça peut être autant une assistante sociale, ça peut être sur différentes dimensions en fait.
Donc, pour arriver à faire ce lien avec tous ces mondes-là, eh bien, au début, ça ne s'est pas annoncé sur les bons auspices. Non. Effectivement, Madame Conchero, effectivement. Et sur l'approche de qu'est-ce que c'était un patient malade chronique, ce n'était pas aussi la bonne définition parce que je pense que, et ça on en a parlé beaucoup avec certains professionnels, pourquoi ils sont en difficulté? Parce que les professionnels de santé sont formés pour soigner. C'est ça. Et dans les patients chroniques, eh bien, on ne soigne pas, on ne guérit pas. On va accompagner, soigner, stabiliser, améliorer, mais pas en guérir. Pas guérir. Donc, dans la formation de base, c'était aussi mettre en mal et voir quelle utilité, enfin, comment pourrait être vue cette utilité. Je pense qu'on l'a vu beaucoup sur les journées mondiales où il y a plusieurs professionnels et même les chirurgiens qui sont venus en disant, voilà, on a une autre dimension autour du patient. Et cette dimension, c'est une équipe pluridisciplinaire. Ça. Et c'est la place, et qu'ils nous ont montré aussi que la place de la personne malade avait complètement évolué. C'est ça. Et qu'il lui donnait vraiment un rôle. C'est ça. Dans sa santé et sa prise en charge. Oui. Donc, on a vu que l'éducation thérapeutique était née en 1922. Avec surtout les traitements en diabète. Sur les diabétiques. Et après, c'est plus venu aussi qu'il y a eu. Donc, ça, c'était en 1922. Mais avant, on vous en parlera, mais avant, il y avait justement d'autres choses, mais ce n'était pas de l'éducation thérapeutique parce qu'on est venu sur des périodes et sur des accompagnements qui étaient complètement à l'opposé de l'éducation thérapeutique pour arriver après sur des analyses de comportement et c'est là qu'est plus rentrée l'éducation thérapeutique parce qu'on a fait réfléchir plus sur un comportement que sur une pathologie en fait. C'est ça. Et ça a été fait en 3 périodes. C'est ça. Non, c'est qu'un oiseau sur le toit. Oui. Donc, l'éducation thérapeutique, avant 1922, donc elle avait 3 périodes. Une première période. Qui était la pédagogie verticale, autoritaire et passive. Donc, c'était plutôt, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Oui. Voilà. Et dans le passif, on entend par là, c'est le comportement du malade qui était passif. C'est-à-dire, je prends l'information et j'en fais ce que je l'applique. Et je l'applique, voilà, parce que pour le coup, c'était plus, vu que c'était autoritaire, c'était suivi et c'était, voilà, tu marches comme ça et tu n'as pas le choix, en fait. Voilà. Et on ne t'écoutait pas forcément si tu avais des difficultés dans le traitement, dans la manière dont t'apportait l'information le médecin en soi, eh ben, tu n'avais pas le choix, tu avançais, tu vois. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, il faut savoir que si pour les professionnels et les acteurs en santé, à une certaine époque, ça fonctionnait comme ça dans la formation de base, il faut savoir que les patients, alors moi, je n'étais pas là en 1922, mais quand j'étais pas là en 1922, mais quand on parle de la deuxième période qui est arrivée en 1970, où on était plus constructif, mais c'était quand même pas forcément ça. Moi, je me rappelle en 80, on n'avait pas forcément beaucoup notre mot à dire. Et maintenant, quand on dit aux patients, ben, vous allez être aux personnes qui ont des problèmes de maladies chroniques, vous allez être acteurs et vous devez comprendre, savoir, dire oui ou non, et on vous demande votre avis, et bien là, c'est super compliqué pour les personnes, parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est ça, on n'a pas été habitué dès le début à être acteur, en fait, de soi. C'est ça, et qu'on nous demande notre avis. Moi, la première fois que la psychiatre m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, normalement, on me prescrit des médicaments et je les prends, en fait. Ouais. Mais elle m'a dit, non, c'est pas comme ça, c'est qu'est-ce que vous avez envie, vous? Et là, je me suis dit... C'est la première fois qu'on donnait la parole aux patients, quoi. Ah oui. C'est qu'on n'a pas l'habitude et que du coup, l'étape de la recherche et du sentiment d'appartenance à soi, en fait, c'est aussi lié à ça. C'est de je suis qui et je veux être qui. Mais cette vision-là n'était pas du tout... Parce que tu rentrais, et c'est comme ça qu'on parle des personnes quand on a... Il y en a plein qui te disent je n'ai pas osé. Alors après, vous pouvez dire aussi, des fois, on dit, mais je me rappelle, on avait fait des réunions où on dit, mais quand même, c'est un droit que vous avez, vous devez demander ou vous devez faire. Mais en fin de compte, il y en a beaucoup parce qu'on voit la blouse blanche, parce qu'il y a médecin, parce qu'il y a médecin généraliste ou même professeur ou peu importe. Ben, les patients n'osent pas.
n'osent pas aller parce qu'il y a cette barrière en disant, mais si lui me l'a dit, c'est que c'est bon pour moi. En fait. C'est lui qui a la connaissance et la compétence et moi, je le dois appliquer parce que je n'ai pas assez de connaissances et de compétences. Alors que ce qu'on demande maintenant, c'est justement d'acquérir cette connaissance et cette compétence de soi. C'est ça. Et en 1970, dans la deuxième période, là, on était axé sur la pédagogie humaniste, active et constructive. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi, en 80, si tu regardes, eh ben, les personnes n'étaient pas forcément comme ça, mais parce que c'est toujours la même chose. C'est que quand on dit les vieux de la vieille, ben, c'est qu'eux, ils n'étaient pas dans ce courant-là, donc ils n'ont pas forcément mis en application le courant du moment. Et surtout que quand on voit en 1970 qu'on voit la pédagogie humaniste et quand on se retrouve en 2021 sur les JMO où le maître mot avec les professionnels, c'est de dire mettons un peu plus d'humanité et d'humain dans l'accompagnement du patient. Vous vous rendez compte qu'on a... Oui, mais là, on est juste mettons un peu d'humain. Et alors que normalement, depuis 1970, on devrait réfléchir déjà à ça, en fait. Donc, il y a une latence de 50 ans, parce que c'est un peu mon âge quand même. Ah bon? Donc, oui. Il y a 50 ans, et en 50 ans, maintenant, ils commencent à dire, ben, si on mettait un peu d'humain, ça ferait du bien. C'est là qu'on voit que les choses ne viennent pas comme ça. Et que l'évolution, on est pressé. Et oui. Et les prises de conscience, elles n'arrivent pas... Je savais qu'elle allait dire quelque chose, parce qu'Annick n'avait rien dit sur l'année 70, que c'était une belle année et tout. Donc, je me suis dit, Cécile va au moins dire quelque chose. Et effectivement, elle a dit très bonne année 1970. Elle beau cru. C'est ça, donc c'est le bon cru, mais après, on voit qu'on est toujours pressé. Ben, moi, personnellement, ça fait 10 ans que je suis à l'association et je me dis, mais ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et quand tu regardes certaines choses et que tu vois en 50 ans, comme ça a évolué, et heureusement que ça évolue, et bien, on se dit, il ne faut pas être trop pressé parce que c'est pour tout, en fait. C'est changer les mentalités, changer les croyances, changer tout ce qui était... mais la culture aussi, la culture, il faut la changer aussi. Au bout de 50 ans, il faut pas presser, quoi. Mais quand on regarde, je ne sais plus quel scientifique disait ça, le mec travaillait sur des protocoles, sur plein de choses. Et en fait, il disait, je sais que de toute manière, dans cette humanité, même si je vis 80 ans, eh ben, je serai qu'une... C'est quoi qu'il disait? Je ne sais pas si c'est comparé pas à une graine ou je ne sais plus quoi. Et qui disait que dans tout ce qu'il voulait changer, eh ben, il serait que un énième, en fait, une énième poussière, en fait, dans le courant, quoi. Et c'est ça qui est fou parce que ben, on a tellement envie aussi de faire avancer les choses et de montrer qu'il y a des choses. Et plus tard, c'est censé être prioritaire, en fait, dans les changements. Mais comme tu dis, Océane, c'est que la culture, ça ne se change pas comme ça. Hein. La culture, notamment dans les études de médecine, hein, avant qu'il y ait quelque chose qui soit changé, qui est la plus grande et la plus belle profession. C'est pour ça qu'on a vu dans tous les domaines, chaque fois, il y avait des pionniers, des précurseurs et l'éducation thérapeutique. Ça s'est beaucoup plus développé. On parlera tout à l'heure de l'approche sur Montréal, sur Genève, des choses comme ça, où on n'est pas sur la même culture, sur les mêmes représentations. Et là, vraiment, ils sont à un autre niveau. Et quand on va déjà au niveau régional, alors je parle avec Occitanie et l'Occitanie, entre nous, ce qu'on faisait dans la région Languedoc-Roussillon, ancienne Languedoc-Roussillon, qui était fait sur tout, on était sur deux mondes en fait. Et pourtant, on a juste une région. Donc, on se rend compte que dans d'autres pays, il y a des choses qui sont possibles de faire parce que ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas la même population, c'est pas, pas de la même manière. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir que les choses, elles se font, que chacun essaie de travailler sur ses représentations, mais c'est comme nous aussi, en tant que patients, quand on voudrait que ça soit vite fait et bien fait, et qu'on n'arrive pas et qu'on se dit, mais pourquoi je n'y arrive pas? Mais parce qu'à détricoter plein de choses, on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes formations, quels que soient tes trucs, eh bien, tu es toujours bloqué dans si je sors du plan, si je sors de la norme, si je sors de la... Et c'est chaque fois, ces pionniers ont mis une petite pierre. Et en fait, c'est des grands pionniers en fait, qui ont laissé leur trace. Ils ont des statuts, mais il y a plein de petites personnes qui ont laissé des petites graines qui ont fait que ceux-là, ils n'ont pas des stèles, mais par contre, ils ont fait avancer en fait. Et c'est ça qui est important de voir. Et par contre, la troisième
période qui doit être du 20e au 21e siècle, c'est dominé par la compétence. Donc, ça, on le verra vraiment sur l'éducation thérapeutique, avec est-ce que c'est les compétences, les objectifs et tout ce qu'il a mis. Dans la démarche de TP. Oui, dans la démarche de TP. Donc, on voit qu'il y a deux façons d'approche. Donc, il y a une approche qui est plus sur tout ce qui est vraiment des concepts, des trucs qui sont, il y a ça, il y a ce constat, donc en fait, on ne va pas chercher, c'est comme ça, et on marche sur des études, sur des choses qui sont prouvées, et puis après, on est venu sur une approche sociale, politique, sur des sociétés modernes, et en fait, en faisant le lien entre la médecine et l'environnement, et plus, c'est pour ça que maintenant, sur la médecine, qu'on voit ceux qui ont fait avancer plus le côté, c'est plus tout ce qui dépend de la sociologie et toutes ces formations-là qui voient l'humain dans l'ensemble, dans son environnement social, politique, comportemental et tout ça. C'est plus en fait du retour de la médecine, mais des sciences tout court. C'est ce qu'on appelle les sciences humaines et les sciences dures, molles et tout. En fait, ça prend la globalité de la science. C'est ça. Donc après, on voit qu'il y avait sur les modèles qui ont été mis en place, il y avait au début, pour l'évolution, il y avait la théorie qu'on appelle. Oui, c'est chez Bibi, je suis petite, ce qu'elle y met. Je coupe le micro si vous voulez. Ça doit résonner à cause de ça, non? Alors, non, c'est bon. Ah si, c'est quand je parle, moi. Je coupe quand vous parlez. Et tu te mets, tu coupes la parole. De quoi? Tu coupes la parole quand tu veux. Oui. Et si vous avez des questions, on n'est pas forcément, parce que je vois qu'il y a Laurence qui dit coucou, Colline, Cécile qui parle, Linda qui est toujours là, Michaela qui arrive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, après, il y a voilà, l'évolution sur les théories. Alors, je ne vais pas vous faire un pataquès parce que je ne suis pas dans la maîtrise de la théorie, mais c'est pour vous faire voir que, en fait, au début, il y avait la théorie qu'on appelle freudienne. Donc là, c'était sur le principe du plaisir, mais c'était répondre à des besoins primaires. Donc, la soif, la faim, tout ce qui va mettre en sécurité, qui répond à des besoins primaires. Donc, on était sur de l'approche juste direct. Voilà, on était sur ce qu'on voyait en amont, c'est-à-dire que c'était descendant, c'était comme ça. Donc, en fait, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il fasse ça. C'était guidé. Voilà. Et puis après, c'était comme ça. C'était dirigé, pas guidé. Oui. Parce que le guide, ça veut dire que tu envoies dans la direction, mais tu n'accompagnes pas forcément. Que si, tu accompagnes, mais tu n'obliges pas. Ouais. Alors que là, c'était en soi, c'était obligé parce que si tu sortais du cadre, tu n'étais pas dans la norme. C'est ça, il y avait plein de choses qui faisaient qu'en fin de compte, tu ne pouvais pas rentrer dans un critère et tu ne pouvais pas être identifié. Donc, ton approche, elle était un peu faussée, c'était un peu hors cadre. Après, on est arrivé plus, ils ont commencé à réfléchir sur les théories psychosomatiques. Donc, l'autre jour, on en parlait, je ne sais pas trop où, sur les douleurs psychosomatiques. Ah, c'était mardi. Donc, en fait, on s'aperçoit que là, heureusement que ça a évolué aussi. En fait, chaque fois, c'était psychosomatique. Donc, le psychosomatique, c'était de l'ordre de… C'était pas forcément analysé. Donc, c'était plus de l'ordre de la psychiatrie qui faisait qu'à un moment donné, on avait une problématique. Si on ne pouvait pas faire des examens et répondre à un diagnostic, c'était psychosomatique. Donc, en fait, on ne savait pas trop quoi en faire. Et bien souvent, on voit que cette théorie-là, elle a été au début interprétée de manière abusive, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une bonne interprétation. S'il n'y avait pas réponse, voilà. C'était que le corps, en gros, n'acceptait pas l'événement qui s'était déroulé, que ce soit un choc physique ou émotionnel. Et donc, on n'écoutait pas les patients qui disaient « j'ai mal » ou « j'ai ça ». Et en fait, comme on ne prenait pas d'autres dimensions, eh bien non, cliniquement, il y avait, c'était comme ça, il n'y avait pas de raison qu'il y ait mal, donc quelque part, eh bien, on ne va pas entendre. Donc ça, petit à petit, ça a évolué aussi. Et après, on est arrivé sur les théories psychanalytiques où ils ont étudié plus ça sur l'enfant. Donc, entre 1960 et 70, c'était des théories sur l'attachement. Donc, en fait, c'est là qu'on commençait à rentrer
sur les personnes, les sociologues, sur justement comment, dans certaines, et ça on le voit bien sur les études que tu as lues par rapport à ton master, comment au niveau d'une société, d'un environnement, admettons sur l'obésité, un enfant qui ne connaîtra que ça et qui sera que sur la connaissance de l'environnement, eh bien, ne pourra pas, va évoluer dans cet environnement et ne pensera qu'il n'existe que cet environnement-là. Et c'est ce que dit sur la vérité, en fait. Et quand on voit comment on appelle ça, en philosophie, oui. Sur la théorie de la vérité. Vas-y, Bibi, parce que toi, tu es littéraire. C'est Platon, la théorie de la vérité. Voilà, la théorie de la vérité. Pour sortir de la grotte. Voilà, j'adorais, c'est le truc que j'ai retenu. C'est le seul truc que j'ai retenu en 8 ans de philo. Ouais, super. Donc, c'était la théorie de la grotte de Platon, par exemple, c'est que la finalité de cette histoire, en gros, c'est que tu ne crois la vérité, ta vérité à toi n'est que celle qu'on te montre. Et en gros, tout ce qui arrive de l'extérieur, pour toi, ce n'est pas de la vérité puisque ce n'est pas ce qu'on t'a donné directement. Et c'est la même chose sur ce que tu parles du développement de l'enfant. C'est que l'enfant, lui, il va naître dans un environnement avec une certaine culture, avec un certain endroit, en fait, que ce soit au niveau du lieu même ou alors de l'entourage qui sera là, avec la culture, la religion, tout ce qui est... Ce qu'ils ont à table, ce qui est dans le frigo, des choses comme ça. Exactement. Et en fait, pour lui, ça sera sa conception de la vérité et de la vie, en fait. Puisque ils ne sont pas dans d'autres familles. Si tu vis à la ville, pour eux, c'est « Ah non, mais moi, je ne peux pas vivre à la campagne. » Mais parce qu'en fait, ce sont des habitudes qui ont pris ces enfants. Parce que c'est normal. Hein. C'est parce que la famille vit dans ce contexte-là. Donc, la vérité, c'est que voilà, moi, je vis comme ça et je ne vis que dans ça. Et ça va être sécurisant, en fait. C'est ça. Donc, en fait, cette chose qui est sécurisée, ça va être mis à mal, justement, en 1970, quand il est arrivé cette théorie-là, où, justement, on a fait voir que un médecin qui était là pour soigner et qui prend en charge sur les travaux qui avaient été faits, n'arrivait pas à soigner certains patients et ces patients-là étaient patients chroniques. Et après, ils ont commencé à réfléchir comment, justement, pour mettre en sécurité, il vaut mieux que le patient apprenne sur soi, comme un enfant va apprendre sur l'apprentissage et au fur et à mesure d'apprendre, il va avoir une certaine sécurité dans la connaissance qu'il a. Et c'était amener la conception de dire, si dans ces patients chroniques, on a mené un apprentissage où on va l'attacher à des connaissances et des compétences pour que justement, il puisse se poser des questions pertinentes et qu'il puisse avoir sa propre expertise. C'est ça. Et donc là, ça a commencé à accompagner cette approche-là et cette approche-là est arrivée sur l'approche du cognitivo-comportemental. C'est ça, c'est de partir de la cognition, donc de ce qui est la personne et des comportements que ça lui amène en fait. Voilà, et les faire réfléchir sur comment, avec ces comportements-là, quel comportement pourra mettre en difficulté la personne sur son état de santé, sur plein de choses, et comment la personne va réfléchir à trouver d'autres solutions pour arriver à améliorer des choses parce qu'il aura décidé de le faire. Mm-hmm. Donc là, c'était déjà sur la conception que donner des outils à des patients atteints de maladies chroniques, à avoir une connaissance déjà de lui-même, une connaissance de son environnement et qu'il arrive à voir et à jauger qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'il mette. Mais là, c'était un tournant totalement, en fait, parce que du coup, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il mette en place pour pouvoir aller mieux. Et donc, ça veut dire que la place du médecin ou de l'accompagnant était complètement chamboulée aussi, puisque ce n'était plus la personne qui a mené, on va dire, qui dirigeait la personne, l'état de santé de la personne. C'était là c'était un réel échange. Et c'est ce qu'on appelle aussi le truc que je ne retiens jamais, alors que c'est juste la base de la base, c'est la relation entre le soignant et le soigné. À l'alliance thérapeutique. Merci. Mais je n'y arriverai jamais.
Et pourtant, c'est quand même pas compliqué. Mais ça, c'est l'alliance thérapeutique, c'est arrivé voilà, sur les 20-21. Oui, c'est arrivé après. Sur où on va en parler beaucoup, c'est l'alliance thérapeutique, l'empathie, oui. La posture éducative, tous ces termes-là sont arrivés avec ce courant-là. C'est ça. Et c'est arrivé avec ce courant-là où justement, on a fait voir que le patient n'était plus celui qui subissait des injonctions et qui devait faire parce qu'à un moment donné, il était un bon patient. Et maintenant, c'était de dire, le patient devient acteur de la compréhension et l'accompagnement va être centré sur la personne et pas le contraire en fait. Alors là, c'était les débuts de l'éducation thérapeutique. Regarde comme elle est heureuse. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Tout à fait. Ah, donc déjà, si c'était clair pour Océane, est-ce que c'était clair pour tout le monde? Parce que je pensais que des fois, on venait de là, on va venir sur qu'est-ce qu'est l'éducation thérapeutique, mais c'est super important de comprendre d'où ça vient en fait. Ça veut dire que s'il y a eu tout ça, c'est que depuis bien longtemps, il y a des gens qui ont commencé à mettre des choses et à commencer à mettre un truc là, un truc là, un truc là. Et puis, à un moment donné, à un instant de leur vie, ils pensaient que ce truc-là, c'était acquis et c'était sûr. Eh bien non, quelqu'un d'autre est arrivé et en fait, vous faire voir qu'il n'y a jamais de certitude de rien. Et pour des fois répondre à des questions à des personnes qui vous disent « Oui, non, mais avant, moi, j'avais un régime restrictif et maintenant, on vous parle de pleine conscience. » Mais parce qu'à un moment donné, dans l'accompagnement sur l'alimentation, ben, il y a plein de personnes qui avaient réfléchi et qui pensaient que pour des personnes avec des problèmes de poids, mettre des gens à 800 calories. Et puis après, ils ont avancé, ils ont dit, mais peut-être que non. Et puis maintenant, on est que le patient se fasse confiance, qu'il écoute sa faim, sa satiété, et on est sur des dimensions complètement chamboulées. Et là, des patients, des fois, qui arrivent et qui disent, mais qu'est-ce qu'elle me dit normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et parce que pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, c'est des époques, c'est des choses, et que personne n'a des certitudes de rien, en fait. Et que justement, en avançant, il y a plein de choses c'est comme l'histoire du recul qu'on a sur plein de choses. On est sûr qu'à un moment donné, ça va fonctionner parce que scientifiquement, sur les études, sur les recherches, c'est montré comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui va lancer une étude. Et puis après, il va y avoir une autre étude. Et puis après, il va y avoir une méta-analyse qui va regrouper plein d'études. Et là, de nouveau, on va réfléchir sur le fait que peut-être, il y aurait quelque chose. Donc, vous vous rendez compte que le temps qu'il y a, donc, des fois, on se dit, mais pourquoi ils nous disent un truc et puis après, on nous dit autre chose? Parce que même vous, dans votre vie, les certitudes d'un jour, elles ne sont pas là pour durer toujours. Hein. Et c'est ça qui va faire que vous allez cheminer. Stop, on va la monter, celle-là. Excusez-moi, mais la certitude d'un jour, pas toujours. Mais c'est ça qui va. Bonsoir, Nasria. Bonsoir, Odile. Alors, Stéphanie qui me dit, oui, c'est très clair. Merci, Steph. Cécile aussi l'a dit. Ah oui, Cécile aussi. La certitude d'un jour ne dure pas, ne dure pas toujours. Et oui. Ah, ça sera l'Instagram de la semaine prochaine. Quand vous regardez sur l'apprentissage, c'est ça l'apprentissage. C'est les enfants, ils vont faire, ils vont tester, ils vont chercher, ils vont se tromper, ils vont rebondir. Et c'est ce que j'ai partagé. C'est l'essai-erreur. J'adorais ce cours dans le développement de l'enfant avec M. Marin. Donc, je n'ai pas connu M. Marin, mais il devait être. On te le présentera. C'est le sang, M. Marin. Il boit du Ricard avec nous. Voilà, super. Alors, c'était l'information qui n'avait pas passé. J'ai regardé un sourire, je me suis dit, elle va le dire. Donc, en fait, ce M. Marin, il était très bien parce qu'il parlait du développement de la femme, mais pas parce qu'il buvait du Ricard, avec modération, bien sûr. Donc, c'est ces personnes-là aussi qui font réfléchir sur certaines choses, mais sauf que il y a plein de personnes qui vous disent, moi, j'ai eu, alors même vous, à votre âge, même, des fois, vous êtes là, et si vous réfléchissez à l'année dernière ou même 6 mois avant, eh bien, vous étiez sûr que certaines choses, c'était comme ça. Oui. Et puis, eh bien, c'était immuable. Voilà. Et prenez, je me rappelle sur la formation qu'on a eue avec vous, les 6 stagiaires qu'on a eu sur la formation sur l'obésité qu'on avait faite. Et avant de venir en structure et de découvrir et de voir, il y avait plein de représentations qu'il y avait ou à travers les cours ou à travers vos discussions avec les autres. Et en fait, c'était un public qui n'était pas connu. Et en fait, cette méconnaissance faisait que, en venant ici, vous êtes rendu compte par vous-même que, et c'est ça qui a fait changer
votre expertise de… Je ne suis pas persuadée que si vous aviez eu un cours en vous disant, mais les personnes obèses, elles ne sont pas forcément comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'était juste un cours, et puis en fin de compte, ça ne vous aurait pas interpellé. Oui, donc, le fait d'avoir texté, d'avoir passé du pratico-pratique et d'avoir vécu des choses, eh bien, vous avez eu votre propre analyse. Et en fait, maintenant, vos changements et vos changements d'appréciation, de mentalité, de regard sur ce public-là, et ça sera immuable, en fait. Ça ne bougera pas parce que vous avez vu, et après, dans 2 ans, mais vous découvrirez autre chose. Et c'est ça qui fera, en fait, que vous allez vous remettre en question. Et c'est pour ça qu'après, même sur les professionnels, c'est toujours la remise en question, le fait qu'on soit certain sur un temps, mais se donner la possibilité de penser que peut-être, eh bien, tes certitudes, elles seront dans une semaine chamboulées parce que tu auras discuté avec quelqu'un et que tu seras remis en question. C'est ça qui va faire que tu vas avancer, en fait. Et moi, je crois vraiment en ça. Et c'est faire comprendre aux personnes, c'est pas qu'on nous prend pour des cons, c'est parce que la vie, elle est comme ça. Et en plus de ça, dans le médical et dans la scientifique et dans la recherche et comment construire, ça se passe comme ça. Donc, hier, j'ai écouté, au début, on va faire ça parce qu'on va voir bénéfice-risque. Et bien, il y a plus de bénéfices que de risques à faire. Et puis après, ils vont s'apercevoir avec autre chose. Et bien, le bénéfice-risque, il va changer. Donc là, on verra que… Et en fait, c'est tout un chacun, mais ce n'est pas contre personne. C'est que c'est un process qui est normal et qui se passe comme ça. Et des fois, ce n'est pas forcément compréhensible pour nous, en fait. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Je voulais juste te dire par rapport à ce que tu as dit sur la formation que tu nous as faite. Du coup, on est arrivé au stage avec notre façon de penser sur le public, justement, de personnes atteintes d'obésité. Et au fur et à mesure qu'on a rencontré les personnes, qu'on a discuté avec elles, moi, ma façon de penser, elle a complètement changé, quoi. Donc, même si on m'aurait fait un cours sur l'obésité, on m'aurait dit, elles sont comme ça, on m'aurait dit plein de choses, mais en fait, tout le monde est différent. Donc, même les personnes qui sont malades, toutes leurs pathologies sont différentes. Elles ont peut-être une pathologie commune, mais chacun la vit différemment. Donc, au final, on ne peut pas faire un cours ciblé sur une pathologie en regroupant tout le monde dans le même groupe. Enfin, je ne trouve pas ça normal. Parce que chacun vit sa pathologie différemment, même si elle est commune au final. Et tu vois qu'en fin de compte, sur l'approche-là… Elle a tellement grandi. Sur la réflexion qu'elle a, en fait, vous voyez que vos lieux de stage aussi, quelque part, qu'est-ce qu'on fait, nous aussi, en vous accompagnant, on fait de l'éducation thérapeutique, pas parce que vous avez une maladie chronique. Et si on est arrivé… La connerie pour à tous. Non, mais si on est arrivé et que je vous avais dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, je vous ai mis la base de qu'est-ce qui était l'association. Par contre, vous êtes venus, est-ce que vous passez petit à petit et vous êtes rendu compte par vous-même avec des fois des remarques ou des interpellations quand vous demandez de réfléchir sur ça ou ça, sur l'adaptation ou sur des choses comme ça. Mais les réflexions que vous avez eues, les 6 qui ont compris ce message-là et que vous en avez fait quelque chose, c'est parce que vous avez apporté votre propre analyse en fait. C'est ça. Et je ne vous ai pas mis un tableau en me disant, mais voilà, le public obèse, il est ça. Si tu te rappelles, c'est tout ce que vous pensiez. Et après, quand vous avez tout mis ce que vous pensez avec vos nouvelles représentations, je vous ai dit… Tu nous as dit, non, je ne veux pas ça, je veux ce que vous avez avant. Voilà. Et là, ça vous renvoyait à votre propre conception et ça vous a renvoyé quoi? À votre propre évolution. Alors que surtout, je peux vous dire, vous avez évolué, vous avez évolué, vous avez évolué. Mais tant que vous ne voyez pas, vous l'entendez pas. Par contre, si vous arrivez à voir, vous, par des choses que vous avez mis en place, vous, et que vous avez votre propre expertise de votre évolution, surtout, là, ça sera plus acté, en fait. Ça. Parce que ça sera vous qui validez que. Alors que si on vous le dit, mais des fois, on peut vous le rabâcher, mais vous ne l'entendez pas parce que vous êtes persuadé que non, en fait. Par contre, tant que ce n'est pas mis sur un papier, on ne peut pas voir notre évolution, quoi. Donc là, on est sur l'éducation thérapeutique parce que maintenant, Océane, l'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est selon la définition du rapport OMS Europe publié en 1996, l'éducation thérapeutique du patient, ça vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Bravo! Tu l'as appris par cœur.
Non. Je le savais. Elle a sous les yeux. Et puis, si jamais vous pouviez définir plus simplement, alors, un peu la définition d'Océane et un peu la définition de Laure, de qu'est-ce qu'est l'éducation, qu'est-ce que représente pour vous l'éducation thérapeutique dans vos pratiques, en fait. Ça va vous permettre de quoi faire avec les personnes que vous allez accompagner. C'est à nous que tu poses la question? Ben oui, Océane et Laure. Laure. Je n'avais pas compris, d'accord. Je croyais que tu posais la question aux gens. Non. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Je disais, si jamais on devait demander à Océane et à Laure une autre définition de l'éducation thérapeutique que celle de l'OMS, qu'est-ce que vous y mettriez dedans, en fait, comme définition? C'est quoi pour vous l'éducation thérapeutique? Pour moi, c'est un accompagnement continu avec de la personne, du coup. Et c'est pas un piège aussi, c'est pas un piège. Non, mais je sais. Mais pour l'instant, je rajouterais ça, que c'est un accompagnement continu de la personne. Ouais. Moi, je dirais que c'est surtout un accompagnement qui est décidé entre la personne et le soignant, et qui n'est pas forcément un soignant du médical, hein. Une personne qui l'accompagne en fonction de sa problématique et de ce qu'il est. Voilà. Et de son envie aussi, de ses motivations aussi. Et c'est pour ça que je disais de ce qu'il est, parce que pour moi, si on ne se base pas sur ce qu'il est et ce qu'il veut, on retombe dans les courants de pensée d'il y a 60 ans. Oui. Voire plus quand même. Hein. Je sais pas, non, mais je ne sais pas compter. Je ne sais plus. Ah ben, ça fait 100 ans. C'était un peu il y a 100 ans quand même. Hein. Eh bien, je n'avais pas fait le rapprochement. Non, mais 60 ans, c'est parce que c'était 70 et 70 ans. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus. 100 ans. Mais, et après, c'est tout ce que vous rajoutez, ce que vous dites, et ce qu'il faut rajouter vraiment sur l'éducation thérapeutique, c'est ce qui est défini là sur une phrase qui est bien compliquée. Donc, à ce que vous avez dit, c'est rajouter aussi à donner les outils nécessaires à la personne pour acquérir des compétences et connaissances pour mieux vivre avec. C'est ça. Avec ce qu'il est, en fait. Donc, ça veut dire que ça ne dénature pas la personne et la personne n'est pas une pathologie, c'est une personne en part entière qui vit avec une pathologie, un environnement, marié, pas marié. C'est la personne dans sa globalité. C'est ça. Et si je peux rajouter, du coup, le soignant, la personne qui accompagne, est un guide. Il guide la personne, il lui dit, tiens, réfléchis sur ça. Est-ce que tu veux réfléchir sur ça? Et est-ce que tu veux? Et pas, on fait ça. Non. C'est pas les injonctions. Est-ce que tu serais éventuellement... Bon, il ne faut pas trop broder non plus, parce que sinon la personne ne vient jamais. Mais c'est vraiment toujours, il pose la question de, est-ce qu'il se sent capable aussi de faire les choses? Et c'est aussi, et ça je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est que l'éducation thérapeutique pour moi, pour voir la vraie évolution, c'est de rendre la personne capable de dire si oui ou non il est capable de faire les choses. Parce que ça le positionnement. Ok, my man, c'est exactement ça. On me l'a rabâché. Hein. Ah bon? Non, oui, qui a fait ça? Et aussi, je sais pas. Il est capable de. Et ah oui, ah bah oui. Mais en fait, lui faire sentir, c'est qu'en fin de compte, c'est pas toi qui lui dis, c'est que c'est ça qui est le rôle de l'éducateur. C'est-à-dire que l'éducateur que je cherche. Voilà, l'éducateur va amener la réflexion avec des outils pour que la personne amène sa propre expertise sur ce qu'il vit. Mais par contre, ça on le verra après, dans tout ce qu'on dit que la personne est au cœur de sa prise en charge, avec ses envies, avec ce qu'il est, avec son plaisir, avec ses objectifs. Mais ça n'enlève pas un rôle fondamental à la personne qui va être l'éducateur, en fait. Ça ne fait pas perdre de vue que l'éducateur doit le guider sans qu'il s'en rende compte sur des objectifs, en le faisant réfléchir, en disant, mais voilà, s'il y en a un qui arrive et qui te dit, mais moi demain, je veux perdre 50 kilos, eh bien, moi, je vais lui dire, d'accord, j'entends. Mais par contre, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Depuis quand vous essayez de perdre du poids? Et en fait, avec son histoire, c'est reformulé pour qu'au bout du compte, la finalité, ça sorte de sa bouche en disant,
Peut-être 50 kilos en un mois, ça va faire beaucoup. Voilà, c'est ça. Et c'est là où ça prend du temps. L'éducation thérapeutique, c'est qu'il faut prendre du temps aussi, parce que ça va avec la temporalité de chacun, avec la compréhension de chacun. Et oui, mais sauf qu'on est pressé comme des citrons et que quand on fait de l'ETP, on n'a pas forcément le temps. Quand on voit les programmes de TP, ben on rentre dans un cadre et c'est vite, vite. Quand on vient dans des structures, et bien 15 jours, il y a un programme de TP, après tu sors et machin. Mais en fait, on ne détricote pas des représentations, on ne modifie pas nos comportements. On tricote dessus. On n'arrive pas forcément aussi à avoir l'analyse et l'expertise comme ça au bout de 15 jours sur nous-mêmes, quand on a une mésestime de soi. Donc, c'est pour ça que derrière aussi, il faut continuer à avoir cet accompagnement avec des personnes qui sont dans la même approche, la même optique, et qui essayent d'avoir cette approche-là, en fait. Parce que sinon, si après tu retournes, que tu commences à avoir les prémices de cette approche-là et que tu retournes vers quelqu'un qui te dit, bon, maintenant, il faut que tu fasses ça, 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 on va dire, non, mais maintenant, c'est plus possible. Et moi, je sais que dans le fait de m'avoir permis de réfléchir et de savoir ce que je veux, et que maintenant, j'ai que des professionnels qui m'accompagnent comme ça, et même des fois en respectant mes noms, même si des fois ils me disent tu vas te mettre en danger, mais je l'entends. Par contre, je prends le risque pour l'instant, c'est non. Et qui respectent ça, et bien moi je dis chapeau bas, et je n'ai pas envie de trouver d'autres personnes qui ne respecteraient pas ce que je suis. Et ils savent, je pense, qu'il me faut mon temps, qu'il faut que je boude, que je sois en colère. Ce qui ne veut pas dire qu'ils te mettent soit pas en garde, parce que c'est de leur métier aussi, mais par contre, c'est le respect de ta décision finale. En fait. Oui, mais ils savent comment je vais être. Oui. C'est-à-dire que si jamais ils viennent franco, ils vont savoir que je vais me bloquer, que je vais oui, pas, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève pas non plus l'aspect sécurité, c'est-à-dire leur métier premier, ils te mettent quand même en garde, ils te donnent l'information. Par contre, ils te laissent décisionnaire, en fait. Et c'est pour ça. Et quand chaque fois je dis, si jamais il m'arrivait quelque chose, maintenant, ça ne serait pas la faute d'eux. Ça serait de ma responsabilité parce que en ayant tous les tenants et les aboutissants, je décide d'eux. C'est toi qui as fait la décision d'eux. Voilà. Donc après, je décide d'eux et je sais que si à un moment donné, il y a une urgence et que je suis obligée d'aller en urgence, à part que je dise non, on me prend en urgence, mais je ne pourrais pas dire je suis là parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas fait leur taf. Je suis là parce que moi, je n'ai pas voulu, parce que j'ai boudé et je m'en voudrais à moi. Mais c'est tout, en fait. Donc, en fait, quand tu signes un contrat comme ça, il faut que tu… L'alliance thérapeutique. Excusez-moi, je le répète parce qu'il faut que ça rentre dans ma caboche. Oui, mais il faut que tu sois en accord sur si tu fais le bon choix et que tu peux toiser tout le monde en disant, mais regardez, j'arrive comme un chef. J'ai fait ça pendant 8 ans, hein, en disant, maintenant, je me connais tellement bien que je n'ai pas de problème, regardez, et puis un jour, paf, tu te fais dépasser par le truc. Et là, c'est un gros problème. Et là, tu te dis, merde, mais en fin de compte, et en fait, mais maintenant, je dis, ben oui, j'ai appris. Et maintenant, c'est là où je me dis, la certitude d'eux. Et si tu n'as pas la vigilance, si tu ne veux pas entendre parce que tu n'as plus envie de tout ça, ben maintenant, là où je suis arrivée sur un point qui était un peu plus bas et en grosse difficulté, ce n'est pas la faute aux autres, en fait. C'est parce que moi, je ne voulais pas entendre, parce qu'il me semblait que c'était plus facile comme ça et que ça me causait moins de problèmes de croire ça. Mais sauf qu'au bout du compte, c'est juste moi qui ai décidé. Et après, il ne faut pas s'auto-flageller parce qu'à un moment donné, tu n'as pas fait les bons choix et les bons trucs. Hein. Et je me dis, ben voilà, tu as appris. Et bien maintenant, autant après, tu bouderas un peu moins longtemps ou pas, j'en sais rien. Mais au moins, chacun est dans son rôle. Donc, ça veut dire que dans l'éducation thérapeutique, ce n'est pas que le patient qui décide pour lui. C'est qu'en fait, celui qui va accompagner saura l'objectif de là où il veut aller. Par contre, quand à un moment donné, c'est plus réalisable et qu'il n'y a plus cette alliance-là, comme nous on fait au niveau de l'association aussi, c'est de dire, ben voilà, là je ne suis plus dans mon rôle, ou là je ne peux plus accompagner, c'est accepter ses limites et de dire, ben voilà, maintenant là, hop, stop, et bien, va ailleurs, fais autre chose, parce que là, on est limité. Mais ce n'est pas grave de dire qu'on est limité dans sa compétence, dans son accompagnement. Il vaut mieux faire ça que d'essayer de rester dans un accompagnement où on ne va pas être bénéfique pour la personne, en fait. Ça. Et ce qu'on a eu là sur les JMO, c'est justement je crois qu'elle était nutritionniste, la dame qui disait ça, qui disait moi, je sais que si je vois que je ne peux plus rien pour la personne, je l'envoie, je l'oriente vers une de mes collègues, alors qu'ils font le même métier. Mais ça aussi, avant, ça ne se faisait pas entre médecins.
Et ça, pour moi, c'est une réelle avancée parce que des fois, un médecin reste un humain, en fait. Mais même la psychiatre et même les chirurgiens, c'est ça qu'ils disaient, mais tous, c'est-à-dire, on préfère qu'il y ait un bon accompagnement avec quelqu'un en qui vous avez confiance qu'un accompagnement avec quelqu'un avec qui vous allez rester et que vous n'allez pas y faire confiance, vous allez le détester. Donc, on préfère que ça soit bénéfique avec une équipe avec qui vous avez confiance que de rester dans une équipe où vous n'avez pas confiance parce que même le professionnel, il n'est pas à son aise, en fait. S'il sent à chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a toujours mais à côté, on fait mieux, à côté, on fait. Et bien, à un moment donné. Si tu n'as pas confiance dans ton thérapeute, quel qu'il soit, c'est ça. Il faut le quitter. Oui, et maintenant, les professionnels qui disent eh bien, il vaut mieux que vous partiez voir ailleurs. J'arrive dans mes limites. C'est ça. Avant, ils ne le disaient pas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était eux qui avaient raison. Hein. Moi, j'ai eu un médecin qui s'est complètement planté dans les médicaments, mais c'est quand même lui qui avait raison. Hein. Ah oui, mais voilà. C'est le pharmacien qui s'était trompé, tu vois, dans le style. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est quand même bien qu'il y ait des personnes qui arrivent maintenant à oui, non, c'est vrai que le regard des médecins, quelque part, il a changé. Ah oui. Ouais. Et c'est un point positif. Mais en plus de ça, quand on voit sur les conférences qu'on a, et je sais pas qui c'est qui a dit, je crois que c'est Guillaume et même Adrienne Durand ou même tous les intervenants qu'on a, qui sont des plus jeunes, en fait, c'est aussi voir qu'il y a une autre ère qui va arriver, sur une autre approche, sur d'autres représentations. Ce qui ne veut pas dire qu'on remet en cause aussi la compétence des anciens. Par contre, c'est une approche différente qui avance, pour moi, avec son temps. La compétence des anciens, ça veut dire qu'à un moment donné, des fois, comme moi, à 50 ou 60 ans, à un moment donné, il y en a d'autres qui vont arriver. Moi, je vais être has-been, et il faut se dire qu'il faut voir. Oui, mais c'est ça, c'est la notion d'avancer avec son temps, en fait, qui n'enlève pas la compétence du moment de la personne. Et oui. Mais il y a juste, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui se disent, oui, non, mais j'ai quand même la connaissance de la compétence, mais on ne dit pas ça. C'est juste qu'il y a des personnes qui restent aussi dans leur zone de confort, que ça soit autant dans les patients que dans les soignants. Hein. Et que du coup, n'avance pas dans l'air du temps avec les nouvelles choses qui arrivent, avec les nouveaux courants de pensée, les machins. Oui, c'est où tu te donnes les moyens avec les nouvelles choses, où tu te formes à ces nouvelles choses, ou sinon tu restes en dehors du temps. Et après, il n'y a pas d'apprentissage qui est maintenant je suis trop vieille ou machin. Moi, je vois, j'étais un navet en informatique, en truc, en nanana. Et bien parce que je me suis donné des moyens. Il n'y a pas de la magie derrière tout ça. C'est qu'en fin de compte, si j'étais restée en disant, mais de toute façon, moi, l'informatique, ça ne me dit rien, j'ai pas envie, mais je ne serais pas où j'en suis. Sauf que là, il y a des personnes qui m'ont donné les moyens de comprendre. J'ai pris le temps aussi d'essayer de comprendre. J'ai fait mes recherches, j'ai pratiqué pour arriver à faire ce que je fais maintenant. Mais parce que ça part de toujours la même chose. C'est que si tu ne veux pas rester sur le carreau, mais que ça soit dans n'importe quoi. C'est que tu dois te remettre en question, tu dois apprendre avec des nouvelles technologies, des nouveaux moyens. Si là, on ne s'était pas mis au visio et qu'on restait en présentiel, et je veux dire, on serait mort de notre belle mort et puis on aurait attendu que le Covid parte et puis voilà. Mais en fin de compte, ça servait à quoi tout ça? Et bien, même si au début, ce n'est pas confortable, et bien maintenant, moi, je me régale. Enfin, je fais passer autant mes messages en étant là, en parlant peut-être, il y en a qui te disent, tu as l'impression après de parler toute seule, et bien non. Je sais qu'il y en a, vous êtes là, mais il y en a plein qui m'écoutent. Et l'autre jour, quand on est allé à Paris, que Laure n'avait pas fait la conférence avec moi, j'étais seule à parler et je parlais aux personnes qui étaient en direct, comme là ce soir, mais ça ne m'a pas perturbée en fait. Parce que j'y étais plus, moi, par contre. Et oui, je te rappelle, c'était sur, je ne sais pas. J'étais de l'autre côté de l'écran. Mais c'était sur quelle problématique? Le sommeil, non, justement. Non. Non, c'était pas sur mais c'était un truc, la fibromyalgie. Ah oui, la fibromyalgie. C'était la fibromyalgie. Et en fait, j'ai fait mon truc, mais 1h30, ça ne m'a pas semblé long. Mais c'est ça, parce que tu maîtrises ton sujet, parce que tu sais que les gens te regardent, parce que tu sais que tu regardes tes trucs et qu'ils te répondent par. Jamais seul. Eh bien non. Sauf que des fois, quand tu ne veux pas avancer là-dedans, eh bien, tu restes. Mais par contre, on notera qu'on serait mort de notre belle mort. Voilà.
C'est une phrase comme une autre là aussi, voilà. Mais oui. Mais elle sera notée. Mais il y en a qui ont du mal à déléguer quand même, hein, à se mettre à jour. Hein. Les anciens médecins, ils ont un peu de mal à vouloir se mettre à la page quand même. Hein. Mais tu sais que moi, j'ai vu des anciens médecins qui refusaient l'informatique. Ah oui. Et après, par contre, ils se sont mis à l'informatique quand la CPM et les instances ont dit ou vous faites ça, vous ne pourrez plus le faire. Tu vois, Ouais, l'informatique, c'est un peu la base de tout maintenant, quoi. Donc, oui, mais sauf qu'il y avait des médecins que c'était compliqué, ils étaient avec le papier. Moi, je me rappelle, je rentrais chez mon médecin, il y avait des tas de dossiers comme ça. Ouais. Et en fait, eh bien, après, petit à petit, ben, des jeunes sont arrivés, ils ont fait voir que. Et c'est ça qui fait qu'après, on rentre dans une autre ère, en fait. c'est Et ça. il y a des personnes qui te disent, non, mais même, il y en a plein qui font des efforts, et puis il y en a qui te disent, mais tu ne connais pas ça. Ben non, excuse-moi, mais tu vois, il y a tellement aussi des effets de mode, des machines, des trucs. Mais oui, Mais des fois, ouais, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas et je ne m'y intéresse pas, en fait, parce que je ne connais pas, en fait. Il y a des trucs que tu t'intéresses bah pas. oui. Tu vois, l'autre jour, c'était qui avec vous? Avec qui j'ai eu cette discussion de la mode vestimentaire. Alors, ça n'a aucun rapport. Oui, hein. Mais que je disais, moi, je n'ai jamais été dans tout ça. Quoi. Enfin, la mode des cheveux, des machins et tout. Je crois que j'étais, je ne sais pas, dans une autre époque. L'époque de la frange, comme ça, là. Tu sais, en Non, mode mais swag. tu l'as vu, toi, c'est là. Tu l'as vu. Oui, ça, je l'ai. Je me rappelle très bien. Mais voilà, mais je n'étais pas du tout dans ce courant-là. Et pourtant, les choses, moi, m'arrivaient 3 ans après. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un décalage horaire dans mon cerveau. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est arrivé, on ne nous l'impose pas vraiment au début. C'est juste qu'après, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, en fait, en fonction de toujours la même chose, de ce que tu veux être et ce que tu ne veux pas être. C'est ça. Après, moi, je respecte. Hier, je regardais une émission sur maintenant, tu as des femmes, des gens qui sont payés. Mais en plus, j'ai dit, tu as mal pris ta filière. Parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont influenceurs. Alors, les influenceuses, c'est un vrai métier. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour tel produit. Mais je te jure que c'est un vrai métier et les bons influenceurs qui se font plein de machines, là, ils marchent à la vision, mais ils se touchent un max de blé. Mais oui, de quoi? de tout. De tout. De tout, François. Sur et c'est un métier à part entière, alors qu'il n'y a pas de diplôme, c'est des gens qui sont formés sur le tas. C'est juste avec des bagous, ils ont des techniques. Mais quand je regardais ça, je me disais, nous, après, on a fait notre point sur l'influenceur, on a fait rappel. Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour le produit. Alors, donnez-moi 50% avec le code. Et puis, sauf que tu regardes, mais ça, ils ont trouvé leur voie. Ils se sont donné les moyens. Moi, parler pendant 2 heures, par contre, du zeste de citron, du machin, des bienfaits de la pratique, me faire voir sur 12 000 tenues vestimentaires, je ne vois aucun intérêt. Mais les gens, c'est leur centre d'intérêt. Et voilà, c'est leur centre d'intérêt. Mais par contre, c'est pour ça que tu n'es pas has-been parce que tu décides de l'être sur certains domaines. Et que si tu n'es pas à fond là-dedans, parce que tu n'en as rien à foutre, même si ça semble l'intérêt général de toute la population française, en fait. C'est moi, regardez mon amour pour TikTok. C'est pas possible. Actuellement, c'est pas possible. Autant dans 3 ans, je serai influenceuse sur TikTok, vous ne savez pas, mais mais par contre, tu as changé ta vie parce que c'était une demande d'un enfant et parce qu'il y avait quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis, après, on est con. Hein. Moi, je suis très con. Hein. Je le dis. Parce que le matin même, j'étais contre. Je insultais TikTok de tous les sens. Et l'après-midi, j'ai vu une certaine opportunité pour une personne qui m'a fait changer d'avis, pas sur TikTok, n'est-ce pas? Oui. Mais sur le concept parce que ça allait servir à quelqu'un. Oui, mais tu aurais pu rester comme un con en disant, ben non, moi je ne veux pas voir quelqu'un qui aurait fait ça. Hein. C'est vrai, j'y ai réfléchi quand même. Hein. Puis après, ça vite. Oh, François, je t'expliquerai ce qui est TikTok. C'est vraiment, on est en train de me faire des vidéos. Ça a coupé de. Est-ce que ça a coupé? Ils me disent que ça a coupé. Je suis sur Facebook. Mais non. Moi, je vous entends. Hein. Vous m'entendez? Eh bien, Odile, ça n'a pas coupé. Coucou Christiane. Coucou. Ça n'a pas coupé puisque on se voit. Donc vous nous entendez bien. Je pense. Peut-être que tu as coupé peut-être le micro, le son. Non, pas nous. Ah bon, j'allais dire. Odile, elle te parle là. Non, mais elle te parle là. Donc, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure sur l'avancée des choses. Après, ça ne vient pas forcément directement au cerveau. C'est-à-dire que quand tu parles de là et que tu parles ici, alors tu m'entends. Non, c'est toujours là. Mais voilà, après, ça vient avec… Mais après ce matin, tout à l'heure, je regardais, il y a des fois des choses qui sont pas acceptées par le cœur, mais le cerveau a compris beaucoup plus vite.
Et des fois, il y a des choses émotionnellement que je vois quelqu'un qui est en galère. Mon cœur est touché, mais par contre, l'information n'arrive pas au cerveau. C'est ça, mais c'est ça, c'est carrément ça. Donc, tu vois, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être La décalé, machine est terrible. c'est À ça. pas couper, Cécile qui nous dit. Bon, ben, parfait. Donc, on est toujours là. Donc, on parlait d'ETP. Oui. Parce qu'on sait peu, peut-être Mais un peu. non, mais c'est toujours éducation thérapeutique. TikTok est très éducation thérapeutique. Mais non, ça veut dire, Mais qu'en si, fin de si, compte, de- tu as fait de l'éducation Mais oui, thérapeutique avec cette C'est ce que personne. j'allais dire, d'une certaine manière, ça en est. C'est ça. Même si ça me trouve de le dire. Allez, on va passer à autre chose parce que j'ai encore bugué sur une phrase. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Océane, j'en ai encore fait une hier, je n'en peux plus. Hein. J'arrête de parler. De toute façon, j'ai dit à Annick que j'allais me mettre au langage des signes. Je veux tout savoir. Non, Mais en plus de ça, quand le problème, quand je n'ai pas ma voix, des fois, moi, je sens la connerie arriver, j'arrive à parler, à couper. Hier, le problème, c'est qu'elle faisait le son de ma voix, de la sienne, de toutes les sons. ça faisait beaucoup. Et donc, à un moment donné, j'ai senti le truc arriver, mais comme je n'avais vraiment plus de décibels, et là, elle y est allée, mais alors droit. Comme Puis alors, comment t'expliques? Tu vois, il y Elle a envoyé les deux pieds, quoi. Ah ben là, crois-moi, j'ai bombé dedans, je suis restée plus loin. Ça, Mais c'est comment voilà, C'est c'est aussi l'expérience. pour ça qu'on t'aime bien. Et c'est Oui, ça. bon, on l'aime bien au village, qu'est-ce que vous voulez? Elle est un peu simplette, mais bon. Mais non, c'est le naturel. Ah oui, mais lui, il n'est pas revenu au galop. Hein. Mais c'est ce que je le dis, con. le sans filtre. Après, les gens, ils t'apprécient pour ce que tu es ou ils t'apprécient plus, ben on s'en bat les flancs, en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, Mais ça. surtout, il faut que tu assumes ce que tu es. Ah ben de toute façon, je n'avais pas trop le choix que d'assumer. Mais et je me suis un peu cachée. certes. Voilà. Mais oui, mais parce que ça me fait mal à moi-même, à mon intérieur, à mon enfant Ah, mais intérieur. moi, quand je dis une connerie, ben, je l'assume jusqu'au bout. Ben, en soi, je l'ai assumé, j'ai continué. J'étais peut-être Oui. dans une certaine blancheur ou une rougeur, voilà, infaillible. Mais ça va. C'est difficile de te cacher quand même. Bah, c'est ça. Ah non, mais tu vois, je ne suis pas partie. J'aurais pu partir Non. Tu étais sous la responsabilité de mener une science de ma connerie, surtout. Mais, professionnelle. Professionnaliste. professionnelle. Donc, on parle de... Alors, Cécile qui te dit on t'aime comme tu es l'autre. Ah, merci. Mais Mais Cécile, tu mon pourras lui rapporter et lui rappeler tant qu'elle ne s'aimera pas comme elle est. Ça sera un refus. Il faut qu'elle fasse ce processus. Bon, alors, on ne parlait pas de Laure Cabanero, mais de l'éducation. On va faire de l'ETP avec Laure. Ouais, moi je te veux en séance. Moi, je vais te couper, toi aussi. Alors, je te veux en séance, c'était peut-être des pratiques d'Annie Cotiro à viser Raphaël Dabosi. Par contre, je te veux en séance, ce n'est pas forcément Ça, c'est FFP. pas trop... On va y arriver. Donc, il y a deux sortes de compétences en éducation thérapeutique. Deux sortes de programmes qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Il y a les compétences D'auto-sway. Pardon. Ah oui, c'est les compétences d'auto-soin. Oui, non, parce que Il nous a fait peur. Il y a les compétences d'auto-soin et il y a les compétences D'adaptation. oui, Oui, donc, psychosocial. Ah oui, pardon. Et auto-soin, dans ton document sur la BPCO, autogestion, tu expliqueras que c'est de l'auto-soin à ce monsieur. Non, mais, C'est de madame. non, mais elle se fout de moi, celle-là. Avec le document qu'ils ont rendu, l'expertise qu'ils ont sur votre propre document, je me dis c'est un peu léger. Voilà. C'est un petit foutage de gueule, je trouve. Je pense. Oh, elle a du foutage de gueule Oui. d'écran. Mais bon, on va s'en sortir de celle-là, tu vas voir. On va faire un pied de Un pied de nez, c'est sûr. Yes. Donc, auto-soin, autogestion, compétences psychosociales. ou adaptation. Voilà. Voilà. Et ça, en fait, à l'intérieur en fait, du programme, dans le programme même de l'éducation thérapeutique et des compétences qui sont visées, ça va être des objectifs différents et des approches différentes. Ce qui ne veut pas dire moins bien, c'est juste qu'on ne va pas travailler sur la même chose. Et les compétences d'auto-soin, c'est apprendre une personne à gérer sa maladie. C'est-à-dire que dans un exemple, sur l'insuline, apprendre un patient diabétique à savoir quand il est à gérer son hypoglycémie, à apprendre un patient diabétique à faire sa dextro. Donc ça, on est sur vraiment de l'auto-soin, des compétences d'auto-soin. Dans un programme, on va pouvoir avoir des compétences d'auto-soin où on va apprendre ça pour que le patient soit autonome dans sa démarche, dans la gestion vraiment de sa maladie. Et après, sur les compétences psychosociales, c'est le vivre avec, sur mieux avec son environnement. Et on va travailler plus sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur comment expliquer à l'autre, sur la communication, comment expliquer mon problème de santé, comment expliquer à mon patron ça, comment dire je suis fatiguée, accepter que.
Comment C'est savoir gérer ses émotions aussi, non? Voilà. La douleur, mettre une place différente pour arriver à vivre mieux et améliorer ma qualité de vie globale, en fait. C'est-à-dire comment je vais être mieux dans ma vie, comment je vais mieux gérer ce que je suis, avec ce que j'ai, en fait. C'est ça. Et Vas-y. Je voulais dire dans les compétences d'auto-soin qu'on pouvait impliquer l'entourage aussi dans la gestion de la maladie. Oui, c'est les aidants. Voilà. On inclut les aidants. Après, ça, c'est venu sur un deuxième temps. C'est-à-dire qu'au début, c'était le patient. Et là, vraiment, on est dans le patient, les aidants. Et les aidants, c'est l'entourage proche. C'est la question que j'ai posée sur le groupe de chirurgie bariatrique. Même si tu n'as pas ton mari, c'est la réponse que j'avais faite, si tu n'as pas ton mari, si tu n'as pas un proche, si quelqu'un de ta famille ne te connaît pas, mais ça peut être une amie, qui n'a rien à voir avec ta famille, ça peut être un soignant, ça peut être, peu importe en fait, quel que soit, ça va être quelque chose qui va être autour de toi avec qui tu voudras partager, qui va t'accompagner dans tes démarches en fait. Et le proche aidant, c'est justement quelqu'un qui va être là, partager des choses dans l'évolution de toi et la maladie qui évolue ou pas, et que tu vas décider de faire ce partage avec les personnes. C'est pour ça que même quand on met les dents, ce n'est pas forcément le mari ou la femme. Ça peut être un ami parce que l'ami, il est proche dans ton parcours, en fait. Il y en a Nazia qui dit « et l'acceptation ». Donc oui, l'acceptation, on travaille aussi du côté du patient et du côté de l'entourage. Ah oui, mais de toute façon, sur le programme d'éducation thérapeutique, tu comprends bien que quand les personnes, alors on le verra après comment c'est fait, le programme d'éducation thérapeutique, pour intégrer un programme d'éducation thérapeutique, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des patients vivant avec une maladie chronique. Donc ça, même si des personnes veulent intégrer, s'ils n'ont pas une problématique de maladie chronique, ils ne peuvent pas intégrer un programme d'éducation thérapeutique. Et c'est ce que je disais ce matin sur l'entretien en individuel, c'est qu'en fin de compte, c'est basé exclusivement sur du volontariat. C'est-à-dire que si tu viens, c'est que tu es volontaire, tu as envie de. Donc, bien sûr, ça va passer par, déjà, quand je fais des séances et que je dis, voilà, l'obésité, c'est quoi? Et que je dis les maladies chroniques, ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est qu'en fin de compte, c'est défini comme ça sur les textes. Oui. Et si jamais tu es dans le déni et que tu ne veux pas entendre que c'est une maladie parce que ça te fait peur, parce que de toute façon, maladie pour toi, c'est que tu peux rattacher ce que tu veux. Ça va être compliqué si tu ne peux pas passer à une autre dimension, en fait. Et les personnes qui sont bloquées là-dessus, on ne pourra rien faire s'ils n'acceptent pas le fait de dire, ben oui, d'accord, l'obésité, c'est une maladie, mais maladie, ça ne veut pas dire je vais mourir ou ça. Non. Ça veut dire que c'est juste un constat et que c'est quelque chose que j'aurai à vie. Et le à vie, ça ne veut pas dire que toute ma vie, l'obésité va être quelque chose de difficile pour moi à vivre. Donc, tout ça, dans un programme de TP, c'est ces phases d'acceptation d'une personne qui arrive et qui va petit à petit cheminer. Donc, accepter une étape de cheminement, accepter une autre, accepter, accepter et accepter pour arriver à vivre mieux avec des choses qui lui semblaient invraisemblables d'accepter ou de pardonner ou quoi que ce soit, en fait. Et là, on arrive sur la résilience. La résilience. La fameuse. Mais du coup, on peut pas. Pour se prendre en charge, voilà, Stéphanie, c'est ça qui dit, pour se prendre en charge, il faut l'accepter. Pour se réveiller, hier, on a eu quelqu'un qui nous a dit, je me suis endormie pendant longtemps, maintenant je me réveille. Et sauf que pour avoir cette prise de conscience, il ne dormait pas, ce n'était pas la Belle au bois dormant, mais sauf que pour avoir ça, il a fallu qu'il prenne conscience et qu'il accepte qu'en fin de compte, il devait faire quelque chose. Parce que sinon, vous ne pouvez pas amener une personne qui elle est convaincue qu'elle n'est pas capable. Alors, sur un temps, tu pourras la faire réfléchir. Mais à un moment donné, tu vas être limité. Hein. Ça, c'est sûr. Il faut que ce soit elle qui ait un élément déclencheur, du coup. C'est ça. Et ça peut être un événement, ça peut être... Je crois que tu voulais terminer. Je suis hyper jalouse si tu éternues, pas moi. C'est vraiment la personne, ça peut être un événement ou un état, ou voilà, c'est pas forcément un truc catastrophique en fait. Mais comme on le disait le mardi dernier, on réagit différemment à chaque moment d'une vie. Et ça peut être un regard, ça peut être voilà, qu'une personne de base n'aurait pas pris
en considération, mais la personne, c'est peut-être l'élément qui va déclencher justement sa prise de conscience. Et c'est pour ça que, en fait, si on regarde sur la genèse de l'acceptation, c'est la finalité d'une étape. Avant d'accepter, quand l'autre jour, je ne sais pas qui c'est qui disait, il faut enlever la culpabilité. Et sauf qu'avant d'enlever la culpabilité, il faut savoir ce qui se passe. Donc, avant d'accepter, il faut avouer et faire le constat qu'il y a un problème. Parce que si tu ne vois pas qu'il y a un problème, si tu rentres dans le processus d'acceptation, si tu ne sais pas ce que tu veux accepter, tu ne pourras pas accepter. Sauf que déjà, si tu es dans le déni de ne pas avoir une problématique quelque part, tu ne pourras pas être en phase d'acceptation. Donc, c'est pour ça que tous ces processus-là, qu'on voit sur les processus de deuil ou les processus de choc, de choc émotionnel, ou n'importe quel processus, il y a toujours des étapes qui vont être déjà, je veux pas voir peut-être. Après, je vais être en colère parce que pourquoi c'est toujours sur moi. Et, ou sinon, ne pas voir qu'il y a un problème. De toute façon, moi, je n'ai pas de problème, c'est l'autre cana. Donc, ça, c'est je te passe un peu le bébé. Mais en fin de compte, le problème, il part de toi, autant. Donc, c'est de ne pas arriver à voir certaines choses. Et puis, un matin, tu te dis, ben si, voilà, oui, j'ai un problème de santé, ou oui, j'ai ça, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et par contre, là, tu poses quelque chose, et après, tu acceptes de faire quelque chose. Et après, tu vas passer sur une autre étape où tu vas découvrir qu'il va falloir passer par ce chemin-là. Et bien, autant tu ne vas pas accepter de prendre ce chemin-là. Et il y en a des personnes qui prennent un autre chemin, qui se mangent un mur, mais ils ont appris et ils reviennent sur l'autre chemin. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas construire un parcours de patients uniques. Parce que chacun, en fonction de… Il y en a qui vont peut-être griller certaines choses, qui vont aller plus vite à certaines étapes, d'autres non. D'autres qui vont avoir ce processus où ils vont être en colère un peu plus longtemps. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On est tous différents et heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait un petit peu. Hein. Donc, parlons des objectifs. Oui, après les compétences et les objectifs. Du coup, comme objectif, il y a mieux comprendre sa maladie et ainsi pouvoir l'accepter, connaître les bénéfices et les effets secondaires de ces traitements, connaître les mesures préventives à adopter, reconnaître une aggravation et savoir réagir de manière adéquate, identifier les facteurs ou circonstances déclenchants, oui, et résoudre des difficultés du quotidien liées à la maladie. Donc, en fait, c'est un résumé de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et il n'y en avait pas, non, mais il n'y en avait qu'une. Donc, en fait, oui. Ça, c'est un résumé, mais après, on voit bien que là-dedans, il y a des compétences auto-soins et des compétences psychosociales. Oui, parce que là, c'était les objectifs généraux, en fait, de l'éducation thérapeutique. Après, selon vers quelles compétences vous allez avoir plus ou moins… les compétences vont être séparées, en fait. C'est ça. Mais ça, généralement, quand vous demandez à faire partie d'un programme, qu'on vous propose un programme, généralement, on vous donne les objectifs, en fait. Et là, mieux comprendre sa maladie et ainsi pouvoir l'accepter, vous voyez bien que reconnaître une aggravation, c'est différent. Là, on est sur des compétences d'auto-soin, c'est-à-dire que je vais médicalement voir quand est-ce que ça va s'aggraver. Et donc, je vais pouvoir intervenir avant et faire des choses avant. Donc, tu vas être acteur de ta santé et déclencher des choses sur le médical, en fait, la compétence que tu n'as pas. Et après, mieux comprendre et accepter, ça vient de toi. Et en fait, c'est ton processus. Et là, on n'est plus sur des compétences psychosociales. C'est ça. Et ensuite, par qui peut dispenser de l'éducation thérapeutique? C'est pas tout le monde. Toutes les personnes ayant reçu une formation de 40 heures, donc c'est une formation de TP qui dure 40 heures du coup. Soit on peut la passer à la fac. Mais là, c'est 41 heures. Ah, c'est l'inflation. Ah, bon oui. On peut soit la passer à la fac en STAPS option APA, soit il y a des formations, je pense. Oui, mais c'est pas toutes les STAPS APA. Hein. Et ça dépend à Montpellier, en tout cas, on peut le faire. Voilà. Et en plus de ça, la formation de les 40 heures que vous avez à STAPS APA, à Montpellier. Oui, vas-y. Donc, en fait, en plus de ça, l'université, on fait les choses encore mieux parce qu'ils vous font la formation de 40 heures
avec un stage, après que vous avez en structure, vous allez valider de la pratique, vous allez pouvoir sortir de l'université avec Un l'attestation. diplôme? Voilà. Parce qu'il y a d'autres, sur d'autres endroits, on donne de l'enseignement, mais ils n'ont pas l'équivalent parce que là, la fac de Montpellier a fait une convention avec l'ARS. Non, avec l'ARS. Oui, l'ARS, mais le monsieur qui travaille pour mon ETP. Il n'y a pas le CHU de Montpellier qui rentre en compte aussi? Ah, la fac. Ah, au CHU, pardon. Et oui, c'est l'UTEP. Mais l'UTEP, c'est la gestion de l'ARS, oui, de l'unité transversale. Donc là, parce qu'il y a eu cette validation-là, que l'ARS a validé que la fac peut être une instance diplômante pour valider ces 40 heures, que vous sortez avec ce diplôme-là. Par contre, il faut savoir qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas 10 sur la première année du module TP, ça, ce n'est pas négociable. Ouais. Si tu as 9,5 ou 9,80 que tu n'as pas validé, si tu n'as pas validé ta première année, ça ne marchera pas. C'est ça. Et par contre, ailleurs, ce n'est pas forcément fait toujours comme ça. Par contre, la formation dite de 40 heures de TP qui se fait soit en organisme privé, parce qu'il y a des organismes privés aussi qui le font, oui, ou en organisme public. Mais contre, là, c'est des conditions totalement différentes aussi. Mais il n'y a pas forcément, je ne sais pas s'il y a du public. Après, c'est sur des hôpitaux qui vont former leurs soignants. C'est les hôpitaux que je parle. Mais après, tous les organismes de formation d'éducation thérapeutique, c'est fait. En privé? Ben, c'est porté par des associations ou des organismes de formation. Après, vraiment, sur les hôpitaux, à l'hôpital de Nîmes, il y a une formation du CHU où moi j'interviens. Mais c'est beaucoup quand même pour former les soignants du CHU. Et ça, c'est les formations internes. Voilà, c'est ça, en principe. Et après, de toute façon, vous tapez formation de 40 heures, il y a un ETP et vous avez plein d'organismes de formation qui font cette formation de 40 heures. D'accord. Et ensuite, il faut une équipe. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qu'il nous faut. Donc, le médecin, il est obligatoire avec au moins 2 personnes, donc soit un professionnel de santé, un patient ou des aidants. Alors, ça, c'était, qui définit ça, c'est l'ARS. Donc, pour faire de l'éducation thérapeutique, on le verra sur la prochaine fois, mais il faut qu'on monte un programme, que ce programme soit validé par l'ARS. Et le programme, il est validé par l'ARS et dans la région, il arrive sur monetp.fr. Par contre, des personnes qui font de l'éducation thérapeutique, c'est quelque part une marque déposée. Tu ne peux pas faire de l'éducation thérapeutique si tu n'as pas un programme. Ton programme, il est construit en amont par une équipe pluridisciplinaire. Donc, en fait, toutes ces obligations-là, c'est des contraintes que donnent les ARS. Moi, il faut savoir qu'au départ, j'ai commencé à m'intéresser à faire des formations de TP. Il y avait une équipe, c'était une obligation qu'il y ait un médecin et avec une autre personne. Mais dans l'équipe, ce n'était pas une obligation, à tes souhaits, que toutes les personnes soient formées aux 40 heures d'éducation thérapeutique. Oui. Maintenant, c'est pas négociable. C'est-à-dire que si tu as 5 personnes qui viennent, les 5 personnes qui constituent ton équipe, il y a un coordinateur, les 5 personnes sont obligatoirement avec leur formation de 40 heures. Et toutes les personnes qui vont intervenir sur ton programme TP, même intervenant extérieur, seront dans l'obligation d'avoir fait ta formation de 40 heures. Donc ça aussi, ça évolue. Oui. Et en plus de ça, on a les médecins. Alors là, c'était pour parler de voir si il y avait une obligation que ce soit un médecin, mais avant, c'était le médecin qui était coordinateur du programme. La semaine prochaine, on vous parlera d'un programme qu'on a monté. Et là, la coordinatrice, c'est porté par une association de patients et par une patiente qui est coordinatrice du programme. Et la patiente, elle a ses 40 heures. Mais par contre, ce n'est pas le médecin qui est coordinateur du programme. Donc, tout ça, ça a changé dans les équipes pluridisciplinaires. Avant, il n'y avait pas forcément de patients qui étaient formés parce que là, quand on fait patients et aidants, on va voir les patients comme ils interviennent. Suivant comme ils interviennent dans l'équipe, ils sont obligés, eux aussi, d'avoir la formation de 40 heures. Si c'est juste, et même sur le patient témoin,
Alors, à part que l'équipe change tout le temps, il est obligé d'avoir la formation de 40 heures parce qu'il intervient dans le programme. C'est pour ça qu'après, on pousse à la professionnalisation en éducation thérapeutique. Donc voilà, pour l'équipe et pour voir que ce qui est défini et toutes les définitions et les ARS appliquent simplement quoi? Des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui va appliquer des recommandations faites par l'OMS. Voilà, parce qu'ils ne sortent pas ça non plus de nulle part. De toute façon, la hiérarchie sur les décisions, si vous tapez à Haute Autorité de Santé, éducation thérapeutique du patient, vous aurez les recommandations et comment doit être structurée l'éducation thérapeutique. Et après, les ARS vont appliquer ça au niveau régional et vont faire par région des choses un peu différentes par rapport, mais sinon c'est au niveau, voilà, par rapport au niveau national, c'est la même chose qu'on applique. Et sur le patient, non, oui, parce que c'était ça. Oui. Il y a deux choses. Donc, quand on vous parlait de patients éducateurs et patients témoins, Oui. donc il y a alors, patient éducateur, moi j'appelle ça patient éducateur parce que simplement, les patients experts, c'était fait au début, c'était les patients qui étaient formés par, qui étaient patients sur des programmes diabète. Et en fait, l'Association française des diabétiques avait des patients experts. Et après, quand l'éducation thérapeutique est venue, où on a changé les textes, l'ARS Occitanie a créé un document où ils expliquaient ce qu'était un patient témoin et, voilà, et expliquaient ce qu'était un patient éducateur. Donc moi, comme je ne suis pas autrement qu'en Occitanie, j'ai pris ce charmant document de l'ARS qui m'expliquait, j'étais patient témoin, c'est-à-dire que j'intégrais un programme d'éducation thérapeutique pour parler de ma pathologie, pour expliquer mais comment je vivais avec l'obésité, pour me raconter dans mon histoire. Et après, il y avait, dans ma casquette, je pouvais aller en tant que patiente éducatrice, parce que c'était noté patiente éducatrice. Patiente éducatrice parce que là, j'arrivais comme un membre de l'équipe, donc un éducateur en fait, dans l'équipe professionnelle. C'est qu'en fin de compte, je pouvais intégrer un programme. Alors, au début, tu ne pouvais pas être seul à animer des séances. Donc, tu devais être toujours en binôme avec un professionnel de santé. Moi, je n'ai jamais forcément été en binôme avec un professionnel de santé, mais c'était comme ça. Et en fait, après, tu répondais au même cahier des charges de l'éducation thérapeutique. Sauf que ça, c'est que l'ARS Occitanie qui avait parlé patient éducateur. Et au niveau national, on parle de patients experts. Et après, moi, je suis dans une association qui s'appelle Savoir Patient, où on essaye de mettre en place des choses pour professionnaliser et être plus sur le modèle de Montréal, où professionnaliser les patients intervenants. Et à Montréal, les patients éducateurs, patients experts, patients, on appelle des patients partenaires. Donc, vous voyez bien qu'en fait aussi, des fois, on emploie le même mot pour le même poste, en fait. Et je me rappelle l'autre jour, quand je parlais avec Raph sur l'éducation thérapeutique et que je dis le patient éducateur, et qui me dit, oui, c'est comme les patients experts, il existe aussi des patients experts. Mais sauf que le patient expert et le patient éducateur, c'est le même patient. C'est la même chose, en fait. C'est la dénomination qui est différente. Et on verra sur la prochaine fois, là, quand on parlera justement de la suite de l'ETP. En fait, on te change toujours des mêmes choses. Tu t'habitues à une dénomination. Donc là, au début, on parlait de bilan éducatif partagé. Ah oui. Donc, c'était les BEP. Maintenant, on peut appeler ça diagnostic éducatif partagé. Donc, en fait, tu te dis, mais c'est quoi le diagnostic éducatif partagé? Sauf que c'est la même chose. Sauf que suivant la formation que tu as eue, les mots qu'on a employés, eh bien, à un moment donné, c'était BEP et à un moment donné, c'était diagnostic éducatif. Donc, c'est pour ça qu'ils ne simplifient pas non plus. Alors,
On s'en fout de Et ils nous. changent juste pour le plaisir ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été modifié? Mais non, parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, patient éducateur, il n'y a que moi qui utilise ça, parce que dans la région, et parce que j'ai lu les documents que m'avait envoyé l'ARS. Mais sinon, c'est patient expert, parce que ce n'était pas mis sur un patient expert qui était formé, parce que la Société des diabétiques faisait ça en fait. Donc après, voilà, c'est patient intervenant. Et après, parce que maintenant aussi, tu as des patients intervenants, on appelle ça patient intervenant, parce que maintenant, on peut faire sur le diplôme universitaire, en fait, on a 3 champs, c'est l'observation, 4 champs. L'observation, après, tu es patient témoin, tu vas et tu te racontes. Après, tu es patient éducateur, partenaire ou intervenant, parce que tu vas intégrer un programme d'éducation thérapeutique et tu vas co-construire et co-animer. Et après, un diplôme universitaire, et c'est là que j'ai vu cette approche-là, c'est le patient formateur, partenaire formateur. Et maintenant, dans les universités, alors la fac de Montpellier, pas encore, de STAPS, mais ça va venir sûrement. Par contre, j'interviens à la fac de médecine et en kiné, et je suis patient formateur partenaire. C'est-à-dire que là, je ne suis pas une patiente qui raconte mon obésité, je ne suis pas une patiente qui co-construit un programme d'éducation thérapeutique. Je suis une formatrice au même titre que les kinés qui sont formateurs avec moi et j'ai un rôle qui est bien spécifique dans un objectif de formation et d'acquisition des compétences pour les étudiants. En fait. D'accord. En fait, tes casquettes, elles sont données dans ton titre, en fait. Oui, si tu es... ouais. Si tu fais dans ce sens-là, en fait. Et en plus de ça, quand tu es formateur, quand tu es patient partenaire formateur, tu ne fais pas autre chose que de l'éducation thérapeutique. Tu remplis aussi un formateur. Il est là parce qu'il a reçu de l'éducation où il y a plein de cours. Dans ces cours, l'étudiant devra avoir acquis la compétence de ça. Et pour ça, ils ont 5 sessions et 5 heures. Et tu te démerdes comme tu veux, mais toi, tu es missionné. Voilà, il faut que à la fin, si on les évalue, il faut qu'ils aient compris. Et si jamais ils n'ont pas compris, c'est que quelque part, tu n'as pas bien fait ton taf, en fait. Et de formateur, justement. Oui, c'est ça. Donc, tu t'aperçois qu'en fait, ce n'est pas sur des lignées différentes. Alors, bien sûr qu'après, bien sûr, c'est la même chose. Tu prends un patient que tu accompagnes en tant que professionnel, 10 patients avec la même pathologie sera différent. Bien sûr, tu prends un patient témoin et tu prends 10 patients témoins, les patients, ils seront 10 patients témoins différents. Parce que leur maladie est différente, parce que leur tempérament est différent, parce que leur histoire est différente et parce que leur approche est différente. Et quand tu prends un patient expert ou partenaire, tu as des patients qui sont très gentils et qui se mettent là et qu'on leur dit, bon, tu feras ça, tu ne bouges pas, tu es un peu la plante verte du programme TP. Donc moi, je suis arrivée, j'ai dit, je ne ferai jamais la plante verte. Donc j'étais un peu plus investie que ça, mais sauf que ce n'est pas tous les patients éducateurs qui font ça. Et toi, tu lui mets ce que tu veux. Et bien sûr, quand j'arrive à l'école de kiné, tu vois un formateur qui n'a fait que ça, que l'enseignement, et tu me vois arriver moi, je te dis bien qu'il y a quelque chose de différent. Voilà, tu dis, quelque part, je ne vais pas changer ma personnalité. Non, mais par contre, c'est quelque chose qui demande, en fait. Oui. C'est pas pour rien que tu as dans ta dénomination, tu as aussi la mention de partenaire, en fait. Oui. Et c'est surtout pas te changer sur ce que tu es. Oui. Et même sur les patients partenaires, on est 5. Et vous n'êtes pas les mêmes. On n'est pas les mêmes parce qu'on n'a pas la même expérience, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même vision, parce qu'on n'est pas de la même époque, parce qu'on n'a pas la même maladie. Parce que, voilà, mais par contre, on nous demande un objectif. Quand on va à un cours magistral ou dans un TD, eh bien, qu'on soit 5 différents, on doit rentrer et donner la finalité, l'objectif, et l'étudiant doit avoir appris ça en tête. C'était pour vous faire voir tous les... jusqu'à vraiment, après, la prochaine fois, on rentrera dans qu'est-ce qu'un programme d'éducation thérapeutique, comment il est construit, et on vous donnera un modèle de programme
Et donc, on ira plus vers ça. Et là, c'était vraiment vous expliquer le basique, le début, comment est arrivé, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique, à qui ça s'adresse, et avec qui. Et la prochaine fois, on verra où ça se fait et on verra des programmes et on continuera. Pas de soucis. Oui, quand je travaille à l'hôpital, on pouvait faire des formations. Voilà, c'est ça. De 40 heures. Eh bien, écoutez, ce fut encore un bon moment. C'était très intéressant. Et quelle heure il est? Comme d'habitude. Il est 19h. On a peut-être un peu... Ah non, pas un peu. On a commencé plus tard, non? Non, oui, mais ça. Oui. Pas trop mal. On n'est pas trop mal. Mais ça me rend compte, on n'est pas mal. Mais bien sûr, on a un quart d'heure de plus. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure dans une Oui, mission? c'est ça. Un quart d'heure de plus. À peine un quart Et d'heure. si? Parce qu'on a commencé... À 22. Oui, c'est ça. À 22. Non, mais des fois, on fait 2h30. Non, mais c'est pour ça. Ne me rappelle pas ça parce que je pense que je vais blêmir. Bon, mais écoutez, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, bien évidemment, sur les balances en live, sur le sport. Et mardi, nous ferons... Mardi, qu'est-ce qu'on fait déjà mardi? Nous ne savons pas parce que nous n'avons pas fait encore le programme. Ah bon, ben, on se retrouve vendredi sur l'éducation thérapeutique 2. Voilà. J'ai été sûre qu'on avait passé un truc. Non, mais oui, mais il faut... Il me semble que c'est ça. Bon, écoutez. Et lundi, et mercredi, et vendredi, vous aurez l'activité physique. Comme d'habitude. Voilà. Donc, on vous souhaite... Vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bon ils disent. Bravo, ils disent. Les petits mondes de là, alors Nastira, Cécile. Donc, passez tous un bon week-end. Une belle soirée. Profitez de votre week-end. Il sera beau. Et on se retrouve la semaine prochaine. Marine, tout feu, tout flamme. Allez! Bisous, bisous.